Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce journal. Voici ce que domine l'actualité. Hommage aux soldats tombés à Kafolo ce matin à l'état-major. La nation salue la mémoire de ces hommes tués en mission de sécurisation du pays. Ils ont été faits chevaliers de l'ordre national à titre posthume. C'était en présence du chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, qui a remis le drapeau aux familles des 14 disparus. La Côte d'Ivoire continue aussi la lutte contre la Covid-19. La pandémie n'est pas terminée. Le pays compte désormais 9702 cas confirmés, dont 4381 personnes guéries et 68 décès. Les autorités sanitaires appellent les populations à se protéger. Elles sont invitées au respect des gestes de prévention. Et puis en Birmanie, le bilan est lourd. Au moins 113 morts dans un glissement de terrain. L'incident s'est produit dans des mines de jade dans le nord du pays. Les recherches suspendues en raison des pluies diluviennes. La nation ivoirienne rend hommage aux soldats tombés à Kafolo dans le nord du pays. Une cérémonie s'est tenue place d'armes Général Ouattara Thomas Dakin à l'état-major au plateau. C'était en présence du président de la République, chef suprême des armées. Les honneurs militaires rendus aux morts, les 14 soldats décorés à titre posthume, chevaliers de l'ordre national. Les familles ont reçu les insignes des grades. Le président Alassane Ouattara leur a également remis le drapeau avant de poser une gerbe de fleurs au monument aux morts. Hommage donc de la nation aux militaires tués à Kafolo le 10 juin dernier. Une cérémonie tenue ce matin en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, comme vous venez de le voir. Ils emmènent dans le centre du pays, à Bouaké, pour voir ce document. Il est consacré justement à la formation militaire. Une école dans cette ville a aujourd'hui 42 ans. L'École nationale des sous-officiers d'active, l'ENSOA, forme des soldats professionnels. Kader Sogodogo nous fait découvrir cet établissement national qui vise désormais une couverture régionale. L'École nationale des sous-officiers d'actifs de Bouaké, ENSOA. On y entre pour être un soldat professionnel au service du pays. À sa création le 26 mai 1978, elle jouissait des mamelles nourricières de l'École des forces armées EFA qui forme des officiers. L'ENSOA, à partir du 27 novembre 1983, soit 5 ans après sa création, allait bénéficier de son autonomie. Son cœur de métier est d'assurer la formation générale de tous les sous-officiers dont l'armée a besoin. Sa mission principale se décompose en une formation initiale et une formation continue. Sa mission secondaire est la formation des spécialistes et des paramilitaires, police, douane, eaux et forêts, etc. Ici, à l'ENSOA, pour entrer, il y a deux possibilités. On appelle le recrutement direct et le recrutement indirect. Semi-direct, j'allais dire. Le recrutement direct, c'est par voie de concours, c'est-à-dire on est un civil avec le BPC, niveau première, on passe le concours d'entrée à l'École nationale des sous-officiers d'actifs. Mais il s'est trouvé que ces deux dernières promotions, sinon la dernière promotion, la promotion qui va bientôt sortir, ça a été un concours exceptionnel, c'est-à-dire c'était des spécialistes seulement qui sont rentrés. Des gens qui avaient le bac, et qui étaient spécialisés dans des domaines spécifiques. Un emploi du temps minutieux. Le régime est militaire. Ici, on débute les cours à partir de 6h30. On commence d'abord par le sport. Le sport peut être fait d'un footing simplement, ou bien ça peut être fait d'un parcours de combattant, ou bien d'un TAP lourd. Et à l'issue du sport, on fait ce qu'on appelle généralement nos rassemblements. S'il y a des messages qu'on doit porter à la connaissance des différents stagiaires, on le fait. Et les cours proprement commencent à 8h30. 8h30 qui finissent à 12h30, ils prennent une pause et on reprend à 14h30 pour finir à 17h30. Les stagiaires sont regroupés en fonction de leur spécialité. Un tour à l'infirmerie. Un encadrement de proximité est fait pour les futurs infirmiers de l'armée. Ils font d'abord la formation commune de base, formation militaire que tout le militaire doit faire. Ensuite, ils ont fait un corps de troupes au sein de l'infirmerie ici, c'est-à-dire avec la formation, ils sont venus pour qu'on puisse voir déjà leurs aptitudes. On a pleinement conscience de sa partition. Il y avait une formation ancien infirmier
À l'issue de cela, ils ont lancé le concours et nous sommes venus à l'ENSOA. La formation militaire n'était pas du jeu. On nous a dosé pendant cette formation. On a appris beaucoup de choses. On a surmonté ce qu'on ne pouvait pas faire. Je suis un petit garçon aujourd'hui. Au parc auto, la mécanique est un domaine bien présent dans l'armée. Des cours sont dispensés. En classe, le suivi est rigoureux. Nous sommes en train de dispenser un cours de tactique aux élèves. Le niveau il est très bon. Des stagiaires attentifs. Pendant le cours, ce que j'ai retenu, c'est les mesures à prendre pour pouvoir exécuter une bonne mission et aussi le matériel utilisé aussi lors de la mission. Un tour au stand de tir. Écouter et verrouiller sa cible. Hommes et femmes ont le même régime. Il arrive même que la précision se conjugue au féminin. J'ai juste fait ce qu'on m'a recommandé pendant les cours et j'ai tiré. Mon objectif, c'est de ne jamais rater ma cible. L'École nationale des sous-officiers d'actifs, dans son fonctionnement, va connaître deux grandes dates. Le 3 mars 2005, le transfert de l'école de Boaké à Daoukro avec une extension à Abidjan-Akwedo. Le 4 avril 2017, son retour à Boaké sur les sites de l'EFA. L'ENSOA a 42 ans aujourd'hui. L'école a des perspectives pour son rayonnement. Le vœu le plus cher, c'est de voir cette école devenir une école d'excellence. L'école doit avoir un auditorium, avoir une salle informatique, avoir un labo d'anglais, parce qu'aujourd'hui, les hommes que nous formons sont systématiquement appelés à aller aux missions onusiennes. Et ces missions-là, la langue anglaise est mise en priorité. L'École nationale des sous-officiers d'actifs ambitionne également de devenir une école nationale à vocation régionale. Les autorités ivoiriennes travaillent dans ce sens. Sa devise reste la même, s'instruire pour ne pas subir. C'était un focus sur l'École nationale des sous-officiers d'actifs de Boaké avec Kader Sogodogo. C'était une journée hier marquée par deux audiences pour le Premier ministre. Le chef du gouvernement s'est entretenu à Paris avec le nouvel ambassadeur de Côte d'Ivoire en France. L'ex-ministre de la Culture Maurice Bandama était accompagné de ses collaborateurs. Amadou Koulibaly a aussi échangé avec Franck Paris, le conseiller Afrique du président français. Ici en Côte d'Ivoire, le gouvernement prépare le budget 2021. Il est projeté à 8 629 milliards de francs CFA, un montant qui devrait s'accroître les années à venir. Le taux de croissance va se situer autour de 6%. Le ministre du Budget était face aux députés. Moussa Sanogo a présenté le programme budgétaire aux parlementaires. Des détails avec Lansine Bakayoko. Ce document d'orientation qui présente dans les détails la trajectoire budgétaire de l'État sur la période 2021-2023 vise à accroître l'efficacité du recouvrement des recettes intérieures. Il ambitionne surtout de consolider la maîtrise des charges et de l'endettement public et de poursuivre la politique d'investissement. Il s'agit donc de renforcer la prise en charge de toutes les questions liées à l'enseignement, à la santé, aux équipements collectifs, aux différentes infrastructures. Je crois que ce sont des choses que nous allons poursuivre dans les années à venir pour consolider la compétitivité de notre économie. Les principales hypothèses qui sous-tendent la croissance économique prennent en compte la réduction de l'impact de la Covid, la consolidation de la stabilité sociopolitique et la poursuite des réformes structurelles. Ce type de débat-là, c'est de savoir, nous, comment est-ce qu'on va davantage affecter la ressource et la façon dont la ressource va être affectée, ça touche les populations au quotidien. Le budget de l'État pour l'année 2021 est projeté à 8 629 milliards de francs CFA. Il devrait s'accroître pour atteindre 9 129 milliards en 2022 et 9 916 milliards en 2023. Sur cette base, l'activité économique devrait afficher un taux de croissance annuel moyen de 6,5%. C'est une appréciation saine de l'évolution de notre économie. On a une économie qui a des capacités de production qui sont assez importantes, qui n'ont pas été entamées particulièrement. Donc il n'y a pas de raison pour que, dès que les choses se reviennent à la normale, que nous ne revenions pas au rythme que nous connaissions par le passé. Toutes ces données économiques et budgétaires présentées aux députés sont provisoires et pourraient connaître en cas de besoin quelques évolutions avant l'adoption du budget 2021.
Et l'actualité, c'est aussi ces fortes pluies qui causent des inondations dans plusieurs communes d'Abidjan. La Riviera Labra est fortement touchée. Depuis plusieurs années, ce quartier de Cocody subit les conséquences de la montée des eaux. À la même période, des habitations entièrement envahies par ces crues, les populations appellent à l'aide. Herman Guivet nous emmène voir ce qui reste après ces inondations. On a tout perdu, on a besoin d'aide. On a tout perdu, on a besoin d'aide. Que l'État nous regarde. On a besoin d'aide. Voici tout ce qui reste du mobilier et autres affaires d'une famille après les fortes pluies précédentes. Ici, c'est la Riviera Labra, quartier résidentiel. Et chaque année, à la même période, le cauchemar des riverains reste le même. Avec les mêmes causes, les mêmes effets et surtout les mêmes acteurs. L'on tente de récupérer ce qui peut être encore utilisé. C'est l'heure du grand nettoyage. L'Agence nationale de gestion des déchets, ANAGED, structure sous la coupole du ministère de l'Insalubrité et de l'Assainissement, est à la tâche. Suite aux dégâts causés par les pluies diluviennes, l'État nous a appelé rapidement de venir intervenir, enlever les objets encombrants, les ordures, les objets de famille et autres. Tout, nous sommes venus enlever tout pour aider les riverains. Les familles sont très contentes. Elles sont contentes, elles apprécient et la qualité de notre prestation. L'on note également la présence de petites mains, de jeunes volontaires venus aider les familles sinistrées. Ils étaient d'abord méfiants, mais ensuite, quand ils ont vu que nous sommes vraiment motivés et que nous voulons prendre action au sein de notre communauté, ils ont accepté notre aide. Donc, on les aide comme on peut, en nettoyant, en prenant action avec eux. Voilà. Les victimes, elles, semblent tout simplement dépassées par les événements. Vraiment, la situation, elle est pénible, difficile. On a tout perdu, tout, encore une fois. Depuis ce matin, les jeunes qui sont venus volontairement pour venir nous aider, faire des travaux, laver la maison et puis ils sont en train de nettoyer le gazon, ils nous aider beaucoup. C'est que nous, on n'a pas fait jusqu'à aujourd'hui. Eux-mêmes sont venus nous aider pour faire. Vraiment, on est très contents de ce qu'ils ont fait. Aïda Koné, maîtresse des lieux, tient à nous montrer l'ampleur des dégâts causés par les eaux dans sa maison. Un bébé qui était de cette chambre-là, c'est celui. Dès que j'ai trouvé l'enfant, l'eau a caché. Un bébé sorti in extremis des eaux, un peu comme l'histoire de Moïse, contée dans les Saintes Écritures. Comme ce bébé, une photo de mariage sauvée également des eaux. Bref, ici, nous sommes à la Riviera Labra, quartier résidentiel. On a fait sortir notre mère par la fenêtre. Le sauveur de la mer, le voici, Bakayoko Anzumana. Il raconte. Je suis descendu sur la gare, posé là-bas, puis j'ai marché sur la clôture. Arrivé sur ce mur-là, le volume d'eau était tellement énorme, ça arrivait ici. C'est là que je suis venu trouver que la dame était avec sa maman. Sur le matelas, avec sa fille, ils ont attrapé la maman, elle ne pouvait pas sortir. Je leur ai dit de la faire sortir par la fenêtre. Donc j'ai essayé de défoncer un peu la fenêtre pour la faire sortir. Je l'ai attrapée, la mettre sur mon dos. Puis j'ai marché sur la clôture pour aller avec elle, pour aller là, et mettre aux autres. Et c'est après ça maintenant je suis redescendu, venu sauver ces deux filles. Un autre héros des temps modernes. Pour sauver leur vie, les habitants de la maison ont dû gagner les hauteurs. Comme des centaines de riverains, les questionnements sur l'ambiguïté du lendemain restent les mêmes. On ne sait même plus quoi faire. On doit déménager, on ne peut pas partir. Parce qu'on part, on va où? On n'est pas en location de la maison. Les parents ont travaillé le jour pour acheter cette maison. Et aujourd'hui, on ne peut pas laisser cette maison et partir. On va où? Un véritable sentiment d'impuissance devant ce qui tend à s'inscrire dans le quotidien annuel des riverains du quartier Labra. Selon Dame Koné, on ne pouvait qu'apercevoir la toiture des maisons, tant l'eau de ruissellement avait gagné en hauteur. Selon certains témoignages recueillis auprès de riverains, ce problème ne serait pas seulement lié aux questions de drainage, mais également à la conséquence de constructions anarchiques en périphérie de leur quartier. En attendant qu'une solution radicale porte ses fruits, on ramasse les ordures, on passe la serpillière, on déblaye, on chasse l'eau de ruissellement
tentative, peut-être désespérée, de redonner au quartier son lustre d'antan. Le gouvernement appelle donc à la prudence face à ces fortes pluies. Il y a risque d'inondation. La Covid-19 est aussi active dans le pays. La sensibilisation continue pour freiner la maladie. Le gouvernement continue la lutte contre la Covid-19. Les populations exhortées au respect des gestes barrières afin de freiner la propagation de la pandémie dans le pays. La Côte d'Ivoire a enregistré hier 203 nouvelles contaminations. Le pays compte désormais 9 702 cas confirmés. Le directeur général de la Santé fait le point. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, mercredi 1er juillet 2020, 203 nouveaux cas de Covid-19 sur 1824 échantillons prélevés, soit 11,1% des cas positifs. 108 guéris et 0 décès. À la date du 1er juillet 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 9 702 cas confirmés, dont 4 381 personnes guéries, 68 décès et 5 253 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 57 774. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que la pandémie n'est pas terminée. Il exhorte les populations au strict respect des mesures barrières, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon, la distanciation physique et le port de masque lorsque nous sommes dans les lieux publics afin de nous protéger et de protéger les autres. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique en appelle donc à la discipline et à la responsabilité, car pour stopper la transmission du virus, nous devons tous être disciplinés et responsables. Demeurons prudents et vigilants, car nous pouvons tous être contaminés. Si vous toussez, avez de la fièvre, des difficultés respiratoires et une perte de goût de l'odorat, n'hésitez pas à vous rendre dans un des centres d'accueil de dépistage Covid-19 ou appeler les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Je vous donne aussi des chiffres de la pandémie dans quelques pays africains. D'abord, au Ghana, il y a 18 134 cas confirmés, 117 décès. En Guinée, on compte 5 404 cas confirmés, 33 décès. 26 484 cas confirmés, 603 décès. Au Nigeria, en Afrique du Sud, 159 333 cas confirmés, 2 749 décès. Et puis en Égypte, il y a 69 814 cas confirmés, 3 034 décès. Dans le monde, 10 717 158 cas confirmés et 516 738 décès. Et puis l'Afrique du Sud vient d'entamer le premier essai clinique d'un vaccin contre la Covid-19 sur le continent. Ce candidat vaccin a été développé par l'Université d'Oxford et est déjà en phase de test sur 4000 hommes en Grande-Bretagne. En avril dernier, une polémique sur l'éventualité que le continent puisse servir de cobaye pour tester des vaccins avait déclenché une vive colère. Mais cette fois, les autorités sud-africaines précisent qu'elles sont volontaires. Ici en Côte d'Ivoire, le gouvernement fait le point de la gestion de la pandémie au quotidien. Les autorités sanitaires appellent au respect des gestes barrières. La Covid-19 n'est pas encore terminée. Des détails avec Franck Quadio. Point sécuritaire et sanitaire sur la Covid-19. En point d'orgue, la reprise des vols internationaux à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, mais contexte sanitaire oblige. Toutes les précautions sont prises selon le directeur général de la SODEXAM, Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique. Afin de garantir à nos passagers un parcours sain, les aéroports sont désormais dotés de dispositifs de lavage des mains, de dispositifs de distribution de gel hydroalcoolique, de façades en plexiglas. Nous relevons cependant que des inquiétudes demeurent au niveau de l'obtention des autorisations de sortie.
C'est la raison pour laquelle le ministère des Transports, en étroite collaboration avec les ministères de l'Intérieur et de la Santé, a mis en ligne un formulaire de déclaration de déplacement. Pour les informations complémentaires, le site du ministère des Transports www.transport.gouv.ci est recommandé. Les précautions d'usage pour prévenir la pandémie. Il en a été aussi question avec le maire de Ouragayo, ville du centre-ouest dans la région du Go. Les mesures barrières arrêtées par l'État ont été rappelées à la population. Nous avons eu plusieurs réunions, à peu près 28 réunions, avec toutes les couches sociales. Des dispositions, mais aussi un impact notable des mesures sur les activités des populations. Anthony Garou sollicite l'aide des forces vives, surtout dans le sens de la sensibilisation. Funérailles et diverses célébrations populaires ont encore la peau dure. Il faut, selon le docteur Edith Clarisse Kwasi, intégrer durablement les mesures barrières dans cette cité et même dans toutes les autres régions. Des données à l'image des perspectives nationales, la taille de l'échantillonnage étant croissante. C'est la conséquence de la forte circulation du virus, surtout au niveau communautaire, mais aussi le renforcement des capacités de dépistage et de diagnostic en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, le taux de positivité oscille ces dernières semaines entre 17 et 30% des cas en dents de scie, avec une tendance générale à la baisse, et une létalité stable, moins de 1%, malgré l'augmentation constatée de cas de décès depuis le début du mois de juin 2020. Les forces de sécurité font leur part concernant l'isolement du Grand Abidjan. Axe Dabo-Grand Laou, axe Dabo-Sikinsi, kilomètre 64 autour du nord, Azaguié et Guichenguié. Nous enregistrons 13 véhicules refoulés et 209 personnes refoulées pour défaut d'autorisation et tentative de contournement des postes d'observation. Nous enregistrons également 37 motos refoulées au checkpoint de Guichenguié à Beauville et kilomètre 104. Les conducteurs des 10 engins sont tenus d'être seuls sur leur moto. Interdiction stricte leur est faite de prendre à l'arrière une seconde personne sous peine de sanction. Généralement, nous constatons que la seconde personne à l'arrière est tenue de s'agripper au premier, ce qui crée un contact. Mais il y a du positif. Les acteurs du transport ont été salués pour leurs efforts. Seulement 125 véhicules mis en fourrière et plus de 400 masques distribués. Par contre, les entreprises publiques et privées, les kiosques et les sites de jeux sont appelés à plus de vigilance. L'Agence nationale du service universel veut renforcer les infrastructures digitales. L'ANSUT lance une étude. C'est une initiative avec le soutien de la Banque africaine de développement, un projet majeur dont nous parle Cheikh Koné. Le projet de gouvernance électronique eGov, lancé en 2011, avait pour objectif d'accroître l'efficacité de l'administration publique en matière d'infrastructures digitales. 9 ans plus tard, les réalités de l'écosystème du numérique ont connu de fortes mutations. D'où l'idée de procéder à un diagnostic du programme eGov et prévoir le renforcement de ces systèmes digitaux existants. Toute initiative, tout projet, toute action humaine mérite à un moment donné de faire une pause, de faire une analyse et de voir où on va, où réorienter les choses. Il s'agit de renforcer ce qui a été déjà fait. Il y a eu des résultats, il y a eu des participations. Presque toutes les structures des ministères et autres ont eu à participer. Mais est-ce que cette participation a été faite comme il le fallait? Projet d'appui au renforcement de l'administration électronique, PARAE. C'est l'intitulé du programme conduit par l'ANSUT en collaboration avec la Banque africaine de développement qui vient renforcer le projet eGov. Le PARAE comprend 3 composantes dont la mise en œuvre d'infrastructures digitales, le renforcement des usages digitaux et les actions d'accompagnement. Pour la Côte d'Ivoire, l'enjeu est énorme. C'est un projet assez important quand on parle de la gouvernance numérique. En fait, toute la stratégie de la transformation digitale d'un pays repose nécessairement sur une gouvernance électronique efficace, simple, souple, mais utile pour l'usager. Et d'où l'importance de ce projet, qui en fait n'est pas une nouveauté, mais c'est la continuité d'un programme qui a été initié depuis 2011. Et comme vous savez, nous sommes dans l'éthique. Les choses évoluent assez rapidement. Une étude de faisabilité de 8 semaines sera conduite par un cabinet international pour mesurer les impacts socio-économiques et digitaux dans l'administration publique.
La révision de la liste électorale se poursuit jusqu'au 5 juillet, mais l'opération d'enrôlement se déroule timidement. À Lakota, le maire Sami Meri mobilise les populations. Il a entrepris une campagne de sensibilisation dans plusieurs localités. Mahama Traoré. La commune de Lakota compte plus de 200 000 électeurs. Avec le processus de révision de la liste électorale, la CEI locale s'attend à enrôler plus de 6 000 nouveaux électeurs. Pour parvenir à cet objectif, le maire de Lakota multiplie les initiatives. Sami Meri a mis en mission une quarantaine de jeunes bénévoles chargés d'assister les populations pour l'obtention des documents requis pour l'enrôlement sur la liste électorale. Nous avons reçu 10 tablettes pour enrôler nos parents qui sont dans les villages, dans les campements et partout, tous ceux qui n'ont pas papier. Les extraits, les certificats de nationalité. Et aujourd'hui, nous avons enrôlé au moins 2260 personnes. Voilà. Et donc nous continuons d'enrôler et c'est pourquoi nous avons les motos, nous sillonnons un peu partout pour amener nos parents à s'enrôler. Le premier magistrat est également sur le terrain. Il sillonne les gares routières et les 14 villages de la commune de Lakota pour sensibiliser les populations et surtout les nouveaux majeurs à s'inscrire massivement sur le fichier électoral. Nous avons mobilisé les services, que ce soit à la sous-préfecture, que ce soit à la mairie. Nous travaillons les week-ends, tous les jours. Même les jours fériés, les extraits de naissance sont délivrés. Les juges sont mobilisés pour le faire, pour signer. Au niveau de la sous-préfecture aussi, il y a des timbres qu'on a offerts, qu'on a mis à la disposition des populations. Les certificats de résidence sont gratuits. Les certificats de nationalité sont aussi gratuits. Les extraits de naissance aussi gratuits. Alors pratiquement, pour obtenir ces papiers, tout est gratuit. Il faut seulement la bonne volonté, se lever et puis aller donc vers ces bureaux. L'opération de révision de la liste électorale est prévue prendre fin ce dimanche 5 juillet. Dans le reste de l'actualité, au moins 113 morts dans un glissement de terrain. L'incident s'est produit dans des mines de jade dans le nord du pays de la Birmanie. Les recherches ont dû être suspendues en raison des pluies diluviennes, abondantes ressources naturelles du nord. Mais le drame est récurrent. Chaque année, des dizaines de mineurs trouvent la mort dans ce type d'accident. Et ici en Côte d'Ivoire, revenons sur ce qui fait l'actualité aujourd'hui. La nation ivoirienne qui rend hommage aux soldats tombés à Kafolo dans le nord du pays. Une cérémonie s'est tenue place d'armes. Général Ouattara Thomas Dakin de l'état-major au plateau. C'était en présence du président de la République, chef suprême des armées. Les honneurs militaires rendus aux morts. Les 14 soldats décorés à titre posthume chevalier de l'ordre national. Leurs familles ont reçu les insignes des grades. Le président Alassane Ouattara leur a également remis le drapeau avant de déposer une gerbe de fleurs au monument aux morts. Écoutons justement le chef d'état-major de l'armée de terre. Épreuve douloureuse, s'il s'en faut, mais devoir militaire qui s'impose. Chers frères dames, partis avant nous, bien trop tôt, bien trop vite, en payant de votre vie, votre farouche détermination à protéger votre pays. Vos familles respectives, vos amis, vos frères d'âme, tous ceux qui vous ont connus et appréciés, tous sont là. Nous sommes tous là pour vous dire adieu et vous rendre un dernier hommage. Par cette journée, en présence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, des membres du gouvernement et des plus hautes autorités des forces de défense et de sécurité, la République honore la mémoire de ceux qui ont perdu la vie au cours de cette attaque meurtrière du 11 juin 2020. En attestent les médailles qui viennent de vous être décernées. La République n'oublie jamais ceux dont le sacrifice ultime témoigne de la valeur de leur engagement à défendre la patrie. Par cette journée, la nation ivoirienne exprime tout son soutien à ceux qui restent meurtris à vie dans leur chair et dans leur esprit par la cruauté qu'ils ont subie ou à laquelle ils ont assisté. Par cette journée,
nous nous joignons sans distinction de nationalité, d'opinion et de croyance à la douleur de celles et ceux qui, suite à ces événements, ont été brutalement privés de notre chair. Par cette journée, nous saluons enfin le courage et le sacrifice des gendarmes, militaires, policiers, pompiers, personnels de santé et simples citoyens qui ont été les premiers à apporter leur secours lors de ces moments dramatiques. Chères familles éplorées, je veux ici vous exprimer toute notre solidarité, la solidarité de la République et des forces armées de Côte d'Ivoire dans cette épreuve ô combien difficile. Recevez nos sincères condoléances. Je voudrais vous assurer qu'à chacun de nous, vous trouverez toujours le réconfort et le soutien dont vous aurez besoin. Nous vous témoignerons toujours de l'affection. L'écrivain Amadou Kourouma ne disait-il pas, et je cite, « La mort engloutit l'homme, elle n'engloutit pas son nom et sa réputation. » Vous pouvez être fiers, très fiers d'eux, fiers de tout ce qu'ils ont fait et apporté dans vos vies de leur vivant. Propos du chef d'état-major de l'armée de terre ce matin à l'hommage de la nation rendu aux 14 soldats tués à Kafolo dans le nord du pays. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi ce soir. Fatou Fofana vous présente le 20h. Prenez soin de vous.